Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation à participer dans cette webinaire sur l'expérience patiente. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, Marc Van Witten, directeur d'Antares Consulting en Belgique, Stéphane Legrand à ma droite, senior manager du bureau d'Antares Consulting à Paris et moi-même, Edouard Portella. Nous trois, nous allons animer cette séance. L'agenda est de présenter les concepts initialement. Après, Stéphane va nous expliquer en détail quelques exemples issus de l'expérience internationale. Et finalement, Marc va nous aider à comment discuter, comment présenter la mise en œuvre de ce type de projet dans nos institutions. Nous avons préparé une approche qui n'est pas basée sur le Zoom, le Teams et tout ce type d'histoire. Nous avons essayé de faire une chose un peu plus professionnelle. Nous sommes dans un studio, nous sommes accompagnés d'excellents professionnels de Cameron, la personne qui fait la... Comment s'appelle ce que tu fais? La régie. La régie, merci, la régie. Et bon, tout est dans un contexte très professionnel. Et j'espère que ça va améliorer un peu la qualité, au moins de la forme, et nous trois, nous sommes responsables de la qualité des contenus. C'est à vous, si vous voulez participer. Le problème qu'on a avec cette plateforme, c'est qu'il faut utiliser seulement le chat comme manière de poser des questions ou des commentaires, que nous, on va suivre et on va répondre à la fin de nos présentations, sauf s'il y a des choses qu'il faudrait clarifier en cours de route, et on va changer la présentation pour vous répondre. Ça, c'est le plan. Donc, le chat est à vous, pour nous poser des questions. Il y a une personne qui s'occupe de suivre les questions et de nous avertir si jamais il y a quelque chose qui mérite d'être interrompu pour la répondre, ou bien si on les traite à la fin. L'expérience patiente. Quand on parle de l'expérience patiente, la première chose que nous nous posons la question, c'est cette image, non? Cet tableau que vous voyez. Probablement, si vous ne le connaissiez pas, vous ne l'aurez pas deviné. C'était un tableau de Pablo Picasso. À cette époque, il n'avait pas encore appris qu'est-ce que c'était le cubisme. Et il a représenté la vie d'un médecin à côté d'un malade. Ça, c'est une image typique de la médecine de toujours. Toujours, les professionnels de la santé ont été orientés, ont été fort dédiés à ces patients. Alors, si ça a été vrai toujours, pourquoi aujourd'hui on doit parler de la patient experience? D'abord, il y a un mouvement qui a commencé avec la haute prévalence de maladies chroniques au début des années 2000, que j'ai mis sous le titre de Person-Centered Health Systems, toutes les approches de les patients au centre, les comprehensive healthcare models, le patient-centered care, qui étaient tous des modèles dans lesquels les professionnels faisaient avec des outils professionnels, des outils techniques, comment connaître les patients, mais qu'on faisait tout pour les patients, mais sans le patient. Ça a été notre histoire, l'histoire de la médecine jusqu'à aujourd'hui. Quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui on parle de patient experience, de l'expérience patient, si nous avons cette histoire que le patient a été toujours le centre de notre intérêt? La question est simple, c'est que la société a changé. Et la société d'aujourd'hui a des valeurs et des attentes qui sont très différentes dans la société ou dans la population d'il y a quelques années. Et ce changement a été développé d'une manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, la société, quand on consomme, quand on utilise n'importe quel service, pas la santé seulement, mais dans tout, on demande l'intégration, on demande l'immédiateté des réponses, la personnalisation, l'accès à l'information, participer dans le contrôle et dans le projet de sa vie, la participation active dans toutes les activités, sont des choses que nous on fait dans notre vie courante en tant que consommateur de n'importe quel type de service. Et il est évident que si on fait ça dans la vie courante, quand on est dans le service de santé, on ne peut pas agir comme un sujet passif. Et que quelqu'un, un professionnel, fait tout pour nous, mais sans nous. Ça, c'est le conflit. Et ce conflit s'exprime d'une manière assez claire avec l'écart qu'il y a, le gap qu'il y a entre la qualité attendue par les patients et la qualité souhaitée par les prestataires. Le prestataire essaie de trouver la performance, le patient, parfois, il met l'accent sur des choses qu'aujourd'hui sont très importantes, tous les aspects émotionnels, tous les aspects high touch, tous les aspects
beaucoup plus le high-touch que le high-tech, ou le high-tech et le high-touch, pas seulement le high-tech. Et ça, c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui et que nous devons faire un effort de changer, de nous adapter à ce nouveau signe du temps, qu'il me semble que si dans toute la société c'est comme ça, ne devrait pas être très difficile de le faire, mais dans la vraie vie, semble-t-il que c'est un peu complexe. Quels sont les facteurs qui ont influencé à ce changement tellement rapide dans les dernières années? Le premier, c'est la réduction de la symétrie de l'information. Il y a quelques années, l'information, le détenteur de l'information était le professionnel. Aujourd'hui, l'information est accessible. Est accessible dans les réseaux sociaux, est accessible dans toutes sortes de moyens, et le patient, directement ou à travers de ses pairs, des collègues, des amis, la famille, a accès à cette information. Vous savez que Google, chaque année, Google, le chercheur, chaque année fait un rapport en disant quels sont les mots-clés, les familles de mots-clés le plus utilisés dans ses recherches, et la santé, c'est un des mots-clés parmi les 3 le plus utilisés. Donc ça contribue à réduire cette asymétrie. Et la deuxième chose, c'est l'irruption des technologies de la communication. Et les deux phénomènes sont assez interdépendants. C'est-à-dire, quand on commence les technologies de la communication, commencent les réseaux sociaux. Et quand on fait des réseaux sociaux autour de 17 choses, on fait des réseaux sociaux aussi autour de personnes qui ont le même problème de santé. Et ces réseaux sociaux autour d'un problème de santé alimentent cette réduction de la symétrie de l'information. Ce phénomène interdépendant qui se rétroalimente a accéléré cette perception de que l'expérience patiente, notre expérience, notre vécu est très important. C'est-à-dire qu'il est le moment de passer de les patients au centre à faire avec les patients. Pas seulement de faire pour les patients sans les patients, mais maintenant c'est faire avec les patients. Cette transition, cette faire avec les patients, c'est un changement très significatif. Jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on faisait, c'était des enquêtes d'opinion. On demandait la satisfaction des patients. Et on leur posait la question, est-ce que vous avez mangé bien? Et les gens disaient non. Et alors, on commençait à travailler pour améliorer toute la question de leur repas. Mais si on posait la question, si on aurait posé la question, est-ce que c'est important pour vous de manger bien à l'hôpital? La réponse aurait été non. Donc finalement, à quoi sert de s'investir dans une chose, même s'il n'est pas à pleine satisfaction du patient, si finalement les attentes du patient sont basses. Et quand on pose la question aux patients de qu'est-ce que c'est important pour vous, ils se disent la sortie de l'hôpital. C'est le moment qui me stresse le plus. Et savez-vous qu'est-ce que c'est la sortie de l'hôpital? Pour nous, un acte administratif. Les patients souhaitent connaître qui sont ses prestataires. Quand le patient souhaite connaître quel est le programme des actes qu'on lui fera dans sa prise en charge, soit à l'hôpital, soit à domicile. Quand il est à domicile, dans l'hôpital à domicile, dans la matinée à domicile, il souhaite qu'on lui explique qu'est-ce qu'on fera, quel est le programme, le projet de maintien à domicile ou le projet thérapeutique qu'il y a dans une institution ou chez lui. Non? Et cette histoire de connaître l'opinion nous a porté à cette faible connaissance. Hein? C'est comme si vous conduisez une voiture, vous regardez par le rétroviseur, il y a toujours un angle qu'on ne voit rien. Donc on faisait les enquêtes de satisfaction, les enquêtes d'opinion, mais on ne voyait pas l'angle mort, qui était le crucial, quelles sont les choses auxquelles vous accordez de la valeur. L'autre chose qu'on a fait, pour être juste dans cette époque, c'était de faire participer les patients comme partie de l'équipe thérapeutique dans quelques pathologies, notamment la diabète. Il me semble que c'est l'exemple qui a eu plus de réussite. Les patients diabétiques ont été rapidement impliqués comme partie de l'équipe thérapeutique et surtout pour l'éducation diabétique sur les styles de vie, nutrition et autres. Mais aujourd'hui, on exige beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on parle de l'éco-design des processus administratifs et de prestations. Le patient veut pouvoir s'exprimer sur les choses qu'il a vues ou qu'il a vécues, qu'il a aimées ou qu'il n'a pas aimées ou qu'il pense qu'il pourrait être différent. Les patients souhaitent participer dans les décisions cliniques. Ils veulent partager.
il n'accepte pas qu'on lui fasse signer un papier qui est le papier de le consentement informé, qui est devenu un acte administratif. Non, il veut connaître les implications, les conséquences, les risques. Il veut participer dans la décision clinique. Le patient s'engage comme patient partenaire. Le patient veut participer dans le design de travaux de rénovation pour la nouvelle consulte externe, pour les urgences. Le patient veut participer dans des structures de gouvernance d'un service ou de l'hôpital. Et le patient nous demande aussi qu'on lui explique les choses de manière compréhensible. Le patient exige ce qu'on appelle le health literacy, comprendre correctement ce qu'on veut lui expliquer en sortant de l'argot, en sortant de le vocabulaire technique. Ça, c'est la transition, qui n'est pas une chose, comme vous voyez, petite. Et cette transition génère quoi? Génère un patient qui est informé et un patient qui est exigeant dans le bon sens du terme, exigeant dans le sens de demander qu'on fasse les choses le mieux possible et adaptées à ses attentes. Cette transition nous amène à dire alors qu'est-ce que c'est l'expérience patiente? Qu'est-ce que c'est la définition? L'expérience patiente, c'est une perception. On est dans le monde des émotions. Une perception qui est basée sur une somme d'interactions. Et ces interactions ont eu lieu tout au long du parcours des patients. Tout au long du parcours, ça veut dire ça commence avant d'arriver à l'institution. Quand je téléphone et le téléphone ne répond pas, ou quand le téléphone répond et on me dit un moment s'il vous plaît, et on me laisse avec Mozart. Et même si j'aime beaucoup Mozart, je voudrais parler avec la personne pour laquelle j'ai demandé. Donc, ce n'est pas Mozart qui m'intéresse. Et ça sont les interactions qu'on a. Les interactions avec le front office, dans le moment de l'accueil. Les personnes qui sont dans l'accueil, comme temps, parlent par téléphone. Les interactions avec les professionnels sanitaires, le personnel soignant, les médecins, tout au long de ce parcours, soit technique, soit administratif, soit dans l'institution, dans l'organisation, soit avant ou après, à partir de son domicile. Et toutes ces interactions sont une manifestation de la culture de l'organisation. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est difficile. Parce que pour développer le patient experience, il faut changer, il faut intervenir dans la culture organisationnelle. Il faut dire aussi que ce concept n'est pas une boutade, n'est pas une mode. Finalement, c'est le dernier pilier qu'on a incorporé au monde de la qualité. Le concept de qualité avait commencé avec l'efficacité clinique, a continué avec la sécurité du patient il y a une vingtaine d'années, et maintenant c'est l'expérience patient. Ça veut dire quoi? Ce concept de qualité, l'expérience patient, qu'on doit faire les choses de manière qu'ils apportent de la valeur perçue au patient. En plus de la qualité, l'expérience patient suppose une tension créative dans notre organisation, cette gap qu'il y a entre la qualité perçue par les patients et la qualité souhaitée par les professionnels ou à l'inverse, suppose une tension créative qui génère de l'innovation. Aujourd'hui, à mon avis, c'est une opinion très personnelle, il me semble que l'expérience patient est la source d'innovation, une des plus importantes, pour ne pas faire le ranking de toutes les sources, et en plus, c'est une des sources qui influence plus les autres sources. C'est-à-dire aujourd'hui, les services de santé, nous sommes soumis à 8 transitions, à 8 grands changements, à 8 facteurs qui font évoluer, qui font changer le système de santé. Et on voit que l'expérience patiente influence plusieurs. Dans cette image, vous avez la transition démographique. On a parlé beaucoup de la prise en charge des personnes âgées, mais la structure familiale ou surtout les nouvelles générations, les générations digitales, influencées fort par l'expérience patiente. La transition épidémiologique, autant les maladies chroniques augmentent, autant l'expérience patiente devient une question qui est clé. La transition de la connaissance, à partir du projet Génome Humain, on connaît beaucoup mieux, nous connaissons beaucoup mieux la physiopathologie des différentes maladies. La transition digitale, qu'on a évoqué tantôt, que c'était une des sources qui explique la naissance de l'expérience patiente. Le monde des professionnels, un professionnel qui change le profil des personnes, qui change sa disponibilité, qui a d'autres valeurs parce que le professionnel il fait partie de la société, donc il a aussi ce type de perception qu'on a évoqué tantôt. Des professionnels qui doivent changer son case mix, des professionnels de plus en plus impliqués dans un monde technologique et on demande
d'incorporer le patient experience dans ce monde de technologie. Il y a une transition dans le mode de financement. On transfère les risques aux prestataires. On demande de financer par résultat et de la valeur. Et la valeur qui mesure la valeur, c'est les patients. Et finalement, une transition sur le mode de consommation, la soutenabilité, tout ce qui est le problème environnemental. De tous ces 7 transitions, à part l'expérience patiente elle-même, on voit que l'épidémiologie, la démographie, le digital, le professionnel, le financement, 5 de 7 sont influencés, sont interdépendants avec l'expérience patiente. Donc passer à côté de l'expérience patiente, c'est une erreur assez significative et qu'on ne devrait pas se permettre de faire. Quels sont les résultats attendus quand une institution fait un effort pour développer une culture basée sur l'expérience patiente? D'abord, la satisfaction de développer une approche pour répondre de forme adéquate, de forme pertinente aux attentes actuelles des patients. Et ça, c'est notre raison d'être. C'est la mission la plus importante que nous avons tous, les personnes qui nous sommes dans le monde de la santé et dans le monde médico-social. Essayer de satisfaire, essayer de répondre le mieux que possible aux attentes des patients. Quand je dis ça, il y a une question qu'on me pose souvent. Les gens, les professionnels, me disent « Mais vous savez si le patient est suffisamment formé et informé pour savoir qu'est-ce qu'il veut ?» Et moi, je réponds toujours la même chose qui a été toujours incontestable. Peut-être il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il sait ce qu'il n'aime pas. Et au moins, il faut commencer à corriger ce type de choses. Il sait très bien ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne trouve pas acceptable ou approprié ou adéquat. La deuxième chose, le patient experience est un incitatif à l'innovation qui devrait stimuler aux professionnels et à toutes les équipes de management. Et attention, l'innovation, comme vous le savez tous très bien, se mesure par la valeur qu'apporte l'innovation, la valeur réelle qu'apporte par rapport à la situation précédente. Et la valeur qui le détermine, c'est la personne qui reçoit le service, pas le prestataire. C'est un facteur de différenciation, c'est un avantage concurrentiel. Quelques exemples qui va expliquer tout de suite Stéphane Legrand sont des exemples qui ont commencé avec une situation fort problématique et ça a été le levier Patient Experience qui les a aidés à sortir et à se développer d'une forme significative. Et finalement, dans le mode de financement, qu'on envisage, sont des modes de financement qu'on appelle le value-based healthcare, donc des modes de financement basés sur la mesure de la valeur de résultat, et le résultat, je répète, le résultat mesuré par les patients, le PREM, le Patient Experience Reported. Et ça, ce type de mesures, si vous ne commencez déjà maintenant à récolter, à faire des choses, vous ne les aurez pas dans 4 ou 5 ans. Donc il faut commencer tôt pour arriver à avoir des résultats le plus tôt possible. Moi, il me semble que le patient experience, cette image, j'essaie de trouver une image pour finir et pour refléter le message. Non? Cette image, c'est le système de santé, parfois c'est complexe, c'est difficile à entendre pour les patients. C'est une chose qu'il faut la pousser pour que ça avance, que le téléphone ne réponde, les files d'attente, l'accueil, les explications, etc. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est pas seulement de pousser la voiture, mais surtout c'est même de construire la route ensemble. Ça c'est la co-construction qu'on doit faire ensemble, les professionnels, les managers et les patients. Avec cette introduction, il me reste juste passer la parole à Stéphane Legrand. Il va vous présenter quelques exemples de différents hôpitaux structurés avec un cadre conceptuel pour expliquer la vaste expérience qu'il y a déjà à partir de ce moment, surtout dans le monde anglo-saxon, mais qu'en Europe ça commence aussi avec force. Et j'insiste pour, si vous avez des questions ou des commentaires, ne les laissez pas à la dernière minute, utilisez déjà le chat et comme ça, on pourra entamer rapidement le débat avec vous. Et avec ça, je passe la parole à Stéphane. Stéphane, quand tu sois prêt, tu peux commencer avec nos exemples pour illustrer à tout le monde.
Parfait, merci Edouard. Donc l'objectif maintenant, c'est de vous présenter quelques résultats que pourrait vous apporter le développement de cette politique d'expérience patient dans vos institutions. Pour ça, on a identifié 5 grandes typologies de résultats qu'on a mis dans ce cadre conceptuel que vous pouvez voir. Donc, le premier résultat qu'on peut avoir, c'est sur l'engagement des professionnels. Le deuxième, c'est sur le renforcement de l'attractivité. Le troisième, sur une plus grande satisfaction portée à nos patients. Le quatrième, c'est des meilleurs résultats cliniques. Et enfin, c'est anticiper les aspects de régulation et les évolutions de la régulation au travers de l'expérience patient. Donc pour ça, sur chacune de ces grandes thématiques, on a été chercher 1 ou 2 exemples à chaque fois pour illustrer ce qu'on voulait dire. Alors, le premier exemple, évidemment, duquel on va vous parler aujourd'hui, c'est l'exemple de la Cleveland Clinic. On a décidé de le faire sur la partie professionnelle, mais comme vous le savez, la Cleveland, c'est le champion de l'expérience patient. Donc ça veut dire qu'on aurait pu le faire finalement sur chacune des parties de ce cadre conceptuel qu'on vient de vous présenter juste avant. En tout cas, avant d'être le champion de l'expérience patient, la Cleveland Clinic avait un point de départ. Et c'est ce point de départ qui a fait qu'aujourd'hui, c'est le champion de l'expérience patient. Ils avaient une baisse de leur attractivité, ils avaient une très forte concurrence. Très forte concurrence, il faut savoir que malgré ce qu'on pourrait imaginer, finalement, le bassin de Cleveland, c'est seulement 380 000 habitants. Et ils avaient de très faibles résultats aux différentes enquêtes de satisfaction qu'ils avaient. Donc ils ont décidé totalement de changer de prisme et de se dire, OK, on va faire véritablement de l'expérience patient une valeur fondamentale de notre institution. On va être focalisé sur le patient, centré sur le patient. Alors pour ça, pour avoir cette perspective du patient, ils ont réimaginé son expérience. Pourquoi ils ont réaménagé son expérience? Parce que finalement, le seul qui vit entièrement son parcours, aujourd'hui, c'est le patient. C'est pas les professionnels. Et autour de ça, ils ont défini des grandes dimensions sur lesquelles il fallait travailler. La première, c'est se sentir bienvenu, commencer par se présenter, par exemple commencer par dire bonjour. C'est se sentir apaisé, donc disposer d'espaces, de lieux d'attente qui soient confortables, qui soient relativement zen, avec parfois même des musiques assez agréables à l'intérieur. On va jouer sur la lumière naturelle, sur les différentes couleurs qu'il peut y avoir dans ces espaces d'attente. Le troisième, c'est se sentir rassuré par l'information qui nous est donnée par les professionnels et la qualité de l'information qui nous transmettent. Se sentir pris en compte dans sa prise en charge. Et enfin, se sentir connecté. Par connecté, on veut dire pouvoir communiquer avec les professionnels et recevoir de l'information, mais les professionnels, mais aussi sa famille, d'ailleurs. Mais tout ça, finalement, c'est pas une invention qui a été faite par la Cleveland Clinic. C'est une invention qui a déjà été faite dans l'industrie, dans l'industrie aéronautique, dans les compagnies aériennes, ou aussi bien avec Apple, par exemple. Tout ce qu'on peut appeler, ce qui était appelé le Customer Experience. Donc ça, c'était le point de départ un petit peu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Aujourd'hui, on voulait vous parler plus de la partie professionnelle, parce qu'il y a 3 grandes dimensions sur lesquelles ils ont focalisé le développement de l'expérience patient. Il y a les parcours du patient à l'intérieur de l'établissement, il y a le partenariat entre le patient et sa famille, et les professionnels. Sur les professionnels, ils ont aussi 3 aspects centraux qu'ils ont développés, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui finalement. On est dans une situation où l'ensemble des professionnels sont tous tendus, surchargés, épuisés, fatigués après le Covid. Et c'est intéressant de parler de cette expérience parce que notamment la Cleveland Clinic a énormément travaillé sur la prévention des burn-out et de l'épuisement des professionnels. Alors au travers de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur tout ce qui était de la prévention primaire, en travaillant sur l'ergonomie des postes de travail, par exemple, sur l'ergonomie du matériel médical qui peut être à disposition. Ils ont travaillé sur identifier tous les risques des facteurs psychosociaux.
Et ils ont une grande politique de promotion du bien-être des professionnels au travers de salles de repos, par exemple, hein, qui sont très agréables, avec des grands espaces, des jardins, etc., pour qu'ils puissent se retrouver, échanger et pouvoir se détendre. Hein. Le deuxième point qu'ils ont développé sur les professionnels, c'est le développement des compétences. Hein. Ils sont toujours dans un système de formation continue, et ce système de formation continue a toujours l'expérience patient véritablement au cœur de ses préoccupations. Le troisième point, c'est dans le recrutement. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des professionnels qui ont des compétences relationnelles, humaines et empathiques très fortes. Ça veut dire que dès les entretiens qui sont réalisés avec les professionnels, par les RH, hein, pour l'ensemble par le staff qui s'occupe du recrutement, on va poser des questions qui sont en lien avec des situations qu'ont pu vivre ces professionnels avant avec les patients. Hein. Voilà, donc les résultats, on les connaît. Hein, c'est qu'aujourd'hui, la Cleveland Clinic et l'ensemble du groupe est une référence mondiale dans l'expérience patient, un des véritables leaders dans l'expérience patient, et est passé de très mauvais scores de satisfaction à être dans les tops aujourd'hui, et ça se voit notamment du fait qu'ils sont deuxièmes depuis plusieurs années, depuis très longtemps d'ailleurs, sur les best hospitals dans les différents rankings aux États-Unis, derrière la Mayo Clinic et devant la Johns Hopkins. Voilà, ça c'était la première partie, hein, des résultats qu'on pourra avoir sur le fait en ayant des professionnels qui sont engagés, une politique patient experience orientée autour des professionnels. Hein. Alors on vous a pris un deuxième exemple, meilleure attractivité, hein, c'est une autre typologie de résultats qu'on pourra avoir. On a pris l'établissement San Juan de Déu à Barcelone, c'est un établissement qu'on connaît très bien. On y travaille depuis des années, on les accompagne depuis des années. Donc tout ça, on était au cœur de ces changements ces dernières années. Hein. Leur point de départ, c'était quoi? C'était que c'était un hôpital de pédiatrie générale qui se situe en périphérie de Barcelone. Et ils avaient une très très forte concurrence, hein, cette pédiatrie générale, dans leur bassin. Et ils avaient un hôpital qui devait être reconstruit parce qu'ils avaient des problèmes d'amiante. Donc ils voulaient tirer profit de cette reconstruction pour se moderniser. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont spécialisé l'hôpital, hein, hôpital pédiatrique, mais pour le cœur, pour la neurochirurgie, pour l'oncohématologie, par exemple. Hein, et ils ont véritablement utilisé l'expérience patient et l'expérience que peut vivre l'enfant et sa famille comme un levier de différenciation face à leurs concurrents. Hein. C'est l'axe principal de sa stratégie, et ils ont décidé de s'internationaliser, d'aller recruter leurs patients à l'international, hein, du fait de cette spécialisation. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui c'est l'hôpital de référence en Europe en pédiatrie spécialisée, et ils reçoivent à peu près 15-20 patients par mois de patients étrangers. Vous pouvez voir ici quelques photos qui peuvent un petit peu illustrer l'intérieur de cet établissement qui a été entièrement redesigné avec des parcours de soins pour les enfants, des parcours même physiques à l'intérieur qui sont orientés autour des animaux, avec des couleurs, un toboggan à l'intérieur pour faire jouer les enfants, les divertir. L'IRM qui a été transformé, on reviendra sur l'exemple de l'IRM un petit peu plus tard, hein, dans notre établissement. L'IRM qui a été transformé en fusée. Et tout ça, ça a été fait en co-construction, des études design thinking avec des patients et leurs familles et les professionnels. Qu'est-ce que peut apporter l'expérience patient en plus? Ça peut apporter une plus grande satisfaction. On vous a mis ici l'exemple du Cambridge Health Alliance, et notamment du campus de Cambridge, sur la gestion des flux aux urgences. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est intimement persuadé chez Antares que l'expérience patient doit aussi se traiter au travers des flux de patients. Et cet exemple-là est assez intéressant. C'est un exemple qu'on a connu parce qu'il y a de peu près 2 ans, on a eu l'opportunité
passer un séminaire aux États-Unis, à Boston, sur la gestion des flux, hein, où on rencontrait toutes ces bonnes pratiques pour aussi pouvoir les implanter justement dans notre métier aussi ici chez nous. Et on a eu l'opportunité de visiter cet établissement. J'ai eu l'opportunité de le visiter avec Hassan Ayad, qui est son CEO. Quel était son point de départ? Ils avaient une très très forte baisse de satisfaction des patients aux urgences. Ils avaient un problème de croissance, et ils avaient de nombreuses inefficiences, pardon. Et même, ils fermaient les portes des urgences à un moment quand c'était saturé. On ne laissait plus passer les patients. On fermait les portes, on disait allez ailleurs. Il faut savoir que c'est l'hôpital académique. C'est un hôpital académique, hein, c'est l'hôpital de l'école de médecine d'Harvard. Mais c'est pas pour autant que c'est un hôpital, on pourrait croire, un peu plus riche ou plus développé que d'autres. Au contraire, dans l'État du Massachusetts, c'est l'établissement qui reçoit le plus de patients qui n'ont pas de sécurité sociale. Hein. Quasiment les 2 tiers sont sans assurance. Ça veut dire qu'ils ont aussi énormément de communautés à l'intérieur. Ils ont plus de 230 communautés qui sont présentes. Donc ils ont dû travailler aux urgences aussi sur le fait d'avoir toujours à disposition des moyens de traduction immédiate. Pourquoi? Parce que quelles sont les actions qu'ils ont fait? Ils ont supprimé tous les espaces d'attente. Et ils ont supprimé les zones de triage. Tous ces espaces ont été réaffectés, redesignés à l'intérieur de l'établissement pour donner plus de capacité de lits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous arrivez, vous avez un mini-enregistrement, c'est-à-dire qu'on vous pose 3 questions. On vous demande quel est votre nom, quel est votre prénom et votre numéro d'assuré, et vous êtes transféré immédiatement dans un lit. Au moins, vous êtes sous la surveillance des équipes soignantes si jamais il se passe quelque chose, mais vous ne rencontrez pas forcément tout de suite un médecin. Vous êtes transféré immédiatement. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'on a eu une hausse très importante de la satisfaction des patients. On a eu plus 15 points en l'espace d'une année. On a eu une baisse du temps moyen pour rencontrer un médecin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre à la porte des urgences et où je rencontre mon médecin, il se passe 10 minutes seulement. Et quand je rencontre mon médecin, c'est un binôme médecin-soignant, et ils font mon enregistrement à ce moment-là. Hein. Ils ne le font pas au moment de l'arrivée à l'établissement. Et on a surtout vu une très forte baisse des mortalités sur plusieurs années. Et ça, c'est pas anecdotique, hein, c'est pas du tout anecdotique, au contraire. Si on regarde cet article du Guardian qui a été publié il y a 2 ans, qui met en avant la corrélation entre votre temps d'attente, entre l'arrivée aux urgences et votre prise en charge au moment où on vous met un lit disponible. Les résultats sont que si vous restez moins de 6 heures, vous avez une chance sur 83 de décéder, et si vous restez plus de 11 heures, ces chances passent de 1 sur 30. Hein. Et en tout cas, c'était complètement la logique et la démarche de cet établissement qui voulait sortir toutes ces problématiques et se dire mon patient est au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que vous êtes tout de suite pris en charge, on vous donne tout de suite un lit et on vous décharge aussi très rapidement, hein, et pour vous transférer le plus rapidement dans les services d'hospitalisation si vous n'avez plus rien à faire aux urgences. Alors, un 4e exemple de résultat, c'est évidemment des meilleurs résultats cliniques. On a parlé de résultats cliniques aussi à l'instant avec la baisse des taux de mortalité. Ici, on a voulu prendre, pour pas rester que dans l'hospitalier, on a voulu prendre un programme de soins à domicile. Je crois qu'il y a des participants avec nous aujourd'hui qui travaillent dans les soins à domicile. Justement, on a pris le programme Care Caring Way Programme de l'université de Pennsylvanie. C'est un service de soins à domicile donc, qui dépend de l'université de Pennsylvanie et de l'université de médecine, qui avait un très fort problème de taux d'admission sur des patients qui étaient en soins palliatifs, notamment le week-end. Ils ont eu une explosion de ces taux parce que à côté de ça, ils avaient une baisse des ressources médico-soignantes durant le week-end. Et donc pour y pallier, hein, justement l'expérience patient aussi source d'innovation, pour y pallier, ils ont travaillé avec une société qui s'appelle Cipher Health pour développer une application qui s'appelle Voice. Et cette application permet d'appeler automatiquement l'ensemble de leurs patients durant le week-end, leur pose une série de questions, ils répondent en tapotant sur leur clavier.
Et l'algorithme derrière permet d'identifier les patients qui sont potentiellement le plus à risque. Et à ce moment-là, tout de suite, les équipes soignantes prennent contact avec les patients, se rendent, repartent les voir et sont proactifs immédiatement. Alors, quels sont les résultats qu'ils ont eus Très vite, en 4 mois, ils avaient une diminution de 25% des réadmissions, un renforcement de l'engagement des patients et une meilleure gestion, évidemment, de leur staffing en interne chez eux. Un quatrième résultat, on a voulu commencer à mettre quelques résultats aussi un petit peu plus près de chez nous. On est à Bruxelles aujourd'hui. Ici, c'est une pratique qui est faite à la clinique Enjeu. La clinique Enjeu fait partie du groupe Santé CHC. J'ai eu l'opportunité de rencontrer cette expérience, sur les porteurs de cette expérience l'année dernière. Ça fait déjà le point de départ, c'est que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'ils travaillent sur le parcours des enfants. Sur les 21 000 enfants qui ont eu une prise en charge autour des amygdales, des drains, des dents ou de prépuce, 100% sont passés par ce parcours-là. Qu'est-ce qu'ils font Sur quoi ça a commencé C'est-à-dire qu'ils avaient une poupée sur laquelle ils pouvaient sortir des amygdales, montrer, expliquer aux enfants, travailler avec eux, et de une forme un petit peu plus disgressive. Ça marchait très bien. Et ils étaient confrontés à un problème en échangeant avec les services d'imagerie, qui est de se dire que la règle d'imagerie, un patient qui a moins de 6 ans doit être anesthésié, recevoir un sédatif s'il doit faire un scanner ou un IRM. Ils ont essayé, tenant compte de leur expérience passée, de passer au travers de ça. Et ils ont déterminé un parcours en 3 étapes. Une première étape où ils jouent sur une première maquette avec l'enfant pour lui expliquer comment ça va se passer. Une deuxième étape où ils vont aller jouer avec une poupée sur un petit faux scanner. Et une troisième étape où ils ont un IRM réel, comme on peut le voir sur la photo. Ils ont une très grande poupée qu'ils vont mettre dessus pour expliquer à l'enfant comment ça va se passer. Le résultat, c'est que 90% des enfants de moins de 6 ans, entre 3 et 6 ans, qui sont passés par ce parcours, n'ont pas eu d'anesthésie ou n'ont pas eu de sédatif. Et aujourd'hui, ils s'ouvrent même aux adultes. Enfin, le dernier point qu'on voulait mettre en avant ici, c'est l'anticipation des aspects de régulation que doit permettre l'expérience patient, qui est un des résultats que vous pourriez obtenir. Évidemment, pour les accréditations, on travaille aujourd'hui on a été mandaté dernièrement par un établissement pour l'aider à définir sa politique expérience patient et faire le bilan dans son établissement, parce qu'il souhaite être agréé par un de ces organismes. Et c'est aujourd'hui une demande, que ce soit de l'accréditation canadienne, que ce soit de la Joint Commission Qualicorp, de développer une politique d'expérience patient. On a parlé également tout à l'heure, Edouard, parler des PREM et des PROM. On parle évidemment ici bien beaucoup plus des PREM, Patient Report Experience Measure, qui mesure la satisfaction et l'expérience des patients. C'est quelque chose qui se développe énormément depuis ces 15 dernières années. Ça a commencé en Suède et en Hollande dans les années 90, ça s'intensifie un petit peu partout dans le monde ces dernières années. Et c'est vrai qu'au Royaume-Uni et plus récemment aux USA, il y a des incitatifs pour aller vers un système Pay for Performance basé sur ces problèmes. On a noté la HAS, parce qu'aujourd'hui, depuis 2016, chaque patient qui est hospitalisé plus de 48 heures en MCO en France peut répondre à une enquête de satisfaction d'à peu près 63 questions, il me semble. Et ces questions sont ensuite traitées, mesurées, exploitées et mises online. Et les établissements peuvent se comparer entre eux sur Scan Santé. Voilà, quelques exemples, illustrations sur lesquels on est passé assez rapidement. Il y a évidemment pléthore d'exemples qu'on pourrait utiliser, qu'on aurait pu vous présenter, d'établissements sur lesquels on a travaillé, d'établissements sur lesquels on les a accompagnés à définir aussi ce type d'expérience. Mais on en a sélectionné quelques-unes un petit peu internationales pour vous donner une palette assez large. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on y répondra un petit peu plus tard. En attendant, je vais laisser la parole à Marc, qui va vous expliquer un petit peu comment y arriver pas à pas à faire ça, à mettre cette expérience patient en place dans vos établissements.
merci Stéphane, merci Edouard pour vos exposés. Donc moi je vais peu expliquer comment on peut développer un programme d'expérience patient et en principe on voit 6 étapes pour faire ça. La première étape c'est d'évaluer l'état actuel de l'expérience patient. Là il y a diverses sources où on peut déjà accéder aux résultats, par exemple les enquêtes de satisfaction qui sont en place. Il y a aussi moyen d'installer des conversations brèves qu'on peut avoir avec des patients qui sortent de l'hôpital, qui sortent d'un service, qui sortent après des examens pour voir comment était leur expérience. Et aussi, une source importante, c'est l'examen des plaintes que parfois les patients, parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comme ils avaient attendu, qui ont exprimé auprès de l'hôpital et des services concernés. Naturellement, je ne vais pas aller dans les détails pour comment on peut faire des enquêtes de satisfaction. De toute façon, comme on a déjà décrit par Edouard, il est important de s'adresser à l'importance que le patient ait pour des aspects dans le traitement dans l'hôpital. Les enquêtes doivent être simples et courtes, donc ça c'est clair, ils sont les patients seront toujours très surpris et sont trouvés agréables quand on leur demande l'expérience des services. Une chose, quand on veut évaluer l'état actuel de l'expérience patient, ce qui fonctionne aussi bien, c'est de faire un shadowing des processus du flow des patients. C'est que on va avec un patient dans les contacts avec l'hôpital. Le deuxième aspect qu'on doit faire, c'est de définir la mission de l'expérience patient. Ça, c'est très important. On a parlé du Cleveland Hospital. Là, ils ont immédiatement défini un projet qui s'appelait Patient First. Donc, tout le monde dans l'hôpital reconnaissait qu'on avait lancé un programme avec tous les aspects que Stéphane a déjà décrits et dont je vais encore décrire encore aussi. Ça se faisait dans ce programme de Patient First. Tous les hôpitaux ou les institutions qui lancent des programmes ont une mission, ont des emblèmes qu'on peut reconnaître, que aussi les patients peuvent reconnaître qu'on travaille dessus. Le troisième aspect, c'est d'engager les principales parties prenantes dans la conception d'un programme d'expérience patient. Donc, parce que s'engager dans un programme d'expérience patient, c'est un aspect très culturel dans une organisation. Il s'agit le travail en équipe, l'intégration des soins, bonne communication entre les professionnels, l'environnement et l'apprentissage continu, par exemple. Donc, il faut impliquer tous les services, non seulement les services des soignants, mais aussi des services de support, les services administratifs. Par exemple, dans le Cleveland Clinic, tout le monde est considéré comme un soignant. Everybody is a caregiver. Donc ça, c'est un aspect très important. À côté de tout le monde qui travaille dans l'hôpital, aussi le patient est une source très importante pour impliquer dans un programme d'expérience patient. Il faut naturellement intégrer toute l'organisation. Pourquoi on doit faire? Parce que naturellement, on sort un peu du colloque singulier du patient avec le professionnel. On voit d'autres aspects qui sont aussi importants pour le patient. D'ailleurs, le patient ne voit pas seulement un épisode, il voit toute l'expérience de contact avec l'hôpital ou le service de soins.
Donc, c'est pour ça qu'il est important d'intégrer tous les acteurs dans un processus d'expérience patient. Donc, par exemple, si un service de chirurgie veut élaborer un programme d'expérience patient, il faut aussi s'adresser non seulement aux aspects du service ou du cabinet, mais aussi comment le bloc opératoire fonctionne, comment les inscriptions fonctionnent et tout ça. Donc ça englobe toute l'expérience du patient dans le trajet qu'il fait. Naturellement, les exemples qu'on a eus, ça peut vous inspirer à faire et à établir un programme dans votre institution ou organisation. C'est inspirant, mais naturellement, chaque programme sera adapté à votre institution ou organisation. Donc il y aura toujours des facteurs locaux, ce sont parce que la culture de chaque organisation, chaque institution sera autre, donc il y aura des autres aspects à élaborer dans la stratégie Patient Experience. Une fois qu'on a établi le programme et qu'on a engagé toutes les parties prenantes, il faut élaborer la stratégie et la mettre en œuvre. Donc une stratégie, ça doit se mettre en œuvre. Il y a toutes choses qu'on peut imaginer à faire, par exemple créer une plateforme de patients où on peut consulter la vision des patients sur des aspects de trajet de soins ou des aspects organisationnels dans l'hôpital. La direction aussi ou le management peut faire des Gemba Walk. Ce sont des tournées donc, sur les services avec des contacts avec les professionnels qui travaillent dans le front office et aussi avec automatiquement avoir des contacts avec les patients et leurs familles. Un aspect très important dans cette stratégie, c'est les ressources humaines et l'engagement des professionnels et tout le monde qui est concerné, tout le monde qui travaille dans l'hôpital. Par exemple, au Royaume-Uni, on a démontré qu'il y a un fort lien entre la gestion des ressources humaines et le résultat vécu par le patient et le outcome des soins. Donc, ça c'est un aspect très important. Naturellement aussi, il faut former les professionnels qui travaillent dans les hôpitaux et dans les institutions dans les aspects patient experience. Par exemple, on a fait ça à Cleveland, ça se continue encore. Il y a le programme qui s'appelle HEART, c'est un acronyme pour une manière de procéder dans les contacts avec les patients. HEART, ça veut dire Hear, Empathize, Apologize, Respond and Thank. Donc tout contact avec un patient, tout contact avec un client dans des soins, dans des circonstances de soins, se fera de cette manière. Et donc, puisque tout le monde est considéré comme un soignant, comme un caregiver, tout le monde va réagir de la même façon. Il faut aussi enseigner la communication empathique comme partie de Compassionate Care. Ça, c'est un aspect qu'on a fait au Royaume-Uni aussi. Ça est très fort lié à la motivation de tout le monde qui travaille dans une organisation de soins. Et ça comporte aussi de travailler avec un systématique d'écouter le patient, de comprendre le patient, de l'empathie. Et seulement quand on a fait les 3 premiers pas, de s'engager dans des soins et dans des actes médicaux techniques. Naturellement, on peut se demander, est-ce que ça va coûter beaucoup d'installer un programme ainsi dans un hôpital? Naturellement, il y a l'investissement du temps.
du temps pour faire des enquêtes, pour récolter les résultats de l'enquête, aussi de faire des réunions de concertation dans la plateforme. Mais les résultats qu'on obtient vont avoir des résultats ultimes que, comme on a démontré, vont vraiment dépasser l'investissement de ce temps. Et par exemple, quand on aura des feedbacks sur les temps d'attente, sur la communication, par exemple, des résultats du laboratoire, des aspects d'administration, de mettre en œuvre une pré-régistration afin que l'inscription et le processus administratif soit simplifié. Ce sont toutes des choses qu'on peut installer qui sont en fait travailler sur le patient flow et comment ça se fonctionne dans l'hôpital et qui vont avoir des bénéfices sur l'expérience patient. Aussi, il y a des patients qui contactent l'hôpital, qui font des mails, et les mails, ça prend 2 semaines pour y répondre. Donc ça, c'est alors le patient est déjà, comme consommateur, il est déjà parti, il n'aura pas le contact avec l'hôpital. Naturellement, quand on fait toutes ces actions, il faut en mesurer l'impact et il faut donner le feedback des résultats dans l'organisation. Donc ça doit se faire très large, non seulement en catégorie de professionnels, parce que tout le monde est soignant, ça doit se faire tout au long de l'organisation, et même il faut bien veiller à aussi communiquer les aspects qui ne sont pas assez bons, pour lesquels on peut améliorer le service qu'on met en place. Donc, les statistiques, on peut les incorporer comme les aspects de patient experience dans les tableaux de bord. Le 6e aspect, c'est un aspect qui est aussi important parce que quand les gens sont engagés et s'investissent dans l'expérience patient, quand il y a de bons résultats, on doit les reconnaître. Les bonnes pratiques, on doit les mettre en valeur. On voit ça dans beaucoup d'hôpitaux, qu'on donne un award, qu'on met en valeur une performance exceptionnelle envers le patient par les collaborateurs. Ça met en évidence qu'on peut améliorer toujours le processus d'une manière interactive. Donc ce sont 6 pas que j'ai essayé de le faire assez vite. De notre expérience, on voit qu'il faut se concentrer sur, on voit 4 axes très importants. Premièrement, on peut s'axer sur l'attractivité de l'hôpital et des services. Donc ça, c'est une chose où on peut investir. Naturellement, il y a des services qui veulent exceller, qui veulent développer un programme de patient experience. Alors, il faut les encourager à le faire et les supporter. Il faut former le personnel du front office et naturellement, on peut intégrer ça et définir des tableaux de bord qui intègrent les aspects de patient experience. Dans ce contexte, on a développé un portfolio pour nos clients où on a développé ces 4 axes et naturellement, on peut faire un bilan 360 degrés pour l'expérience de patient et la définition d'une stratégie. On peut aider donc la définition de stratégie axée sur l'expérience patient qu'on a décrit comme les 2 premiers pas pour développer une stratégie patient experience. Donc, j'ai été assez vite pour décrire. Je peux m'imaginer qu'il y a des questions aussi. Je fais référence aussi au chat pour demander les questions. Et on va passer sur les questions ici dans quelques moments. Merci pour votre attention.
Bonjour. Rebonjour, pour être exact. On a reçu quelques commentaires autour de qu'est-ce que c'est mieux. Est-ce qu'un pilote ou commencer globalement? C'est la question des millions, hein, qu'on va y répondre gratuitement. À mon avis, la clé, c'est que le résultat final soit un résultat global de l'organisation. Parce que quand on parle d'un changement de culture, on ne peut pas changer la culture dans un morceau. La culture, c'est une chose intangible, très difficile à changer, et quand on la change pour l'ensemble de l'organisation. Mais si vous avez un champion qui a intérêt de le faire dans les services de mondialisme, dans les services d'urgence, dans l'accueil, peu importe, prenez les champions, aidez les champions et commencez à travailler par la force de l'exemple. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'on ait de succès. On ait de succès, qu'on commence et qu'on ait de succès. Alors, ce qu'a expliqué Marc de les 6 étapes, c'est hyper bien, mais pas tout le monde a l'occasion de travailler avec cette logique. Et pas tous les contextes le permettent. Par contre, les institutions en général sont asymétriques. Il y a des services ou des unités qui sont plus développées que d'autres, plus matures que d'autres, plus sensibles que d'autres. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse, aider, donner support, et après utiliser l'exemple pour l'étendre l'ensemble. Parce qu'en tout cas, le pilote, pour commencer, c'est oui, mais le pilote, ce n'est pas la destination finale. La fin avec des résultats, c'est le changement culturel. Ça, c'est l'important. Il y a un autre commentaire qui a été passé, qui parle sur le patient partenaire, s'il faut le rémunérer ou non. C'est une autre question des millions, ça. Parce qu'aujourd'hui, et c'est après l'expérience qu'on a vécue dans le contexte de l'Université de Montréal, qui ont été les premiers, ils ont commencé à offrir des formations aux patients pour être des patients comme professionnels, donc des patients qui exerçaient le rôle de patients partenaires comme des professionnels. Nous, personnellement, nous, comme Antares Consulting et d'autres, pensent la même chose. Nous croyons que l'important, c'est d'incorporer la perspective du patient, mais pas forcément qu'un patient soit le représentant de tous les patients. Et la perspective du patient peut s'incorporer de différentes manières. Et moi, je pense qu'une des valeurs de la perspective du patient, c'est l'indépendance, la liberté, je dirais même la naïveté de dire les choses. Quand tu incorpores un patient comme une partie de l'équipe de professionnels, et il répond à une hiérarchie, à des objectifs, je pense que vous perdez quelque chose. Il est évident que dans certains domaines, et je reviens à l'histoire de la diabète par exemple, là où a été prouvé, démontré qu'il apporte des résultats, il est important que les patients partenaires nous apportent beaucoup. Comment il faut le rémunérer? En espèces peut-être, ou avec quelques types de compensation. Mais moi je serais plutôt réticent à incorporer les patients comme un collaborateur avec un contrat rémunéré. D'ailleurs, il y a pas mal de problèmes à ça. Beaucoup de patientes qui sont des patients partenaires sont dans une situation d'incapacité au travail, donc ne peuvent pas être rémunérés ou avec un contrat de travail. Donc c'est une situation qui est aussi complexe juridiquement selon les différents pays. Mais moi je pense qu'il faut avouer sur les patients divers, sur les patients qui sont les patients de chez nous, s'ils ont été formés ou non, à mon avis c'est la moindre importance, sauf si c'est un patient partenaire pour une pathologie, et surtout chercher cette naïveté, cette spontanéité de quelqu'un qui veut nous aider. D'autres commentaires? Alors, on a une autre question. Comment accompagner de manière interinstitutionnelle l'expérience patient et éviter aux patients to be lost in translation? Si vous me permettez, ça sont les choses qui font les associations. En Belgique, il y a une association qui est née récemment, mais qui a beaucoup de puissance, Shared Patient Experience, que son but est d'aider les institutions à se développer à partir des échanges. En France, il y a l'Institut français de l'expérience patient,
qui est né à peu près de la même année que le Shared Patient Experience, mais avec une autre philosophie, il me semble, avec une autre philosophie. Mais en tout cas, sont les partages, les échanges, c'est la manière d'apprendre. On est dans un domaine très, neuf et on doit apprendre par l'échange avec les autres. D'ici que dans notre présentation, on avait demandé à Stéphane de nous aider à expliquer quelques exemples bien structurés, parce que c'est avec l'apprentissage qu'on fait des autres qu'on peut nous trouver des idées pour chez nous. Donc le partage d'expérience, il me semble utile. Mais le problème, vous le devez résoudre chez vous, hein, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on trouve le support pour aller fêter ou pour aller pèlerer. Mais le changement se fait chez chacun. Chez chacun. Parfait. On n'a plus de questions. Très bien. Ça veut dire que tout était très clair. En tout cas, c'est ça que nous espérons. Nous sommes à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner dans ce type de réflexion et dans ce type de projet, si c'est le cas. Et on vous remercie de votre présence. Vous recevrez, vous pourrez accéder à ces vidéos et aux présentations parce qu'on va vous donner, on va vous expliquer comment le faire à partir de maintenant. On va vous donner le lien nécessaire et nous, on reste à votre disposition. Marc, Stéphane et moi-même, on vous remercie de votre présence dans cette fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.